Voilà, bonjour, eh bien voilà, nous sommes, comme vous l'avez deviné, comme on vous l'avait dit, en direct de Terre de Blues, mais en direct en fait de Marie-Galante. Marie-Galante qui va vivre à partir d'aujourd'hui déjà son 10e festival Terre de Blues, comme on l'avait indiqué. Alors ce Terre de Blues, on ne va pas décliner le programme tout de suite puisque nous avons des invités, Camille Pélage qui est le directeur de ce festival, et plus tard nous aurons Cathy qui est une créatrice avec elle on fera un petit peu un topo sur les créations, les 15 créateurs qu'elle a réussi à rassembler. Sinon, Jessie, eh bien, je vous laisse tout de suite décliner les titres de l'info. Et tout de suite après les titres de l'info, on retrouve en direct Camille Pélage qui est avec nous sur le plateau de Canal 10 à Marie-Galante. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 12 mai, hier, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, et ses équipes ont effectué une visite terrain des chantiers d'insertion dans les domaines de l'agroalimentaire et des métiers du bois, direction Baïf et Vieux Habitants. Et direction le Lamentin, une journée porte ouverte était organisée ce matin pour l'ensemble du personnel communal, l'occasion de leur présenter l'avancée des travaux du nouvel espace thermoludique de Ravinchod. Et enfin, l'athlète américain Tommy Smith est en Guadeloupe. Il a été reçu hier après-midi par la ville de Sainte-Anne pour une rencontre avec le public. Et donc on retourne tout de suite avec Danick qui est en direct du Festival de Blues 2016 à Marie-Galante. Il est donc en présence de Camille Pélage, directeur du festival. Voilà, ben, tout de suite, on va retrouver Camille Pélage. Camille Pélage, je vous l'ai dit, il est le directeur de ce festival. Il est aussi le 3e vice-président de la CCMG. Camille Pélage, première question, ça vous fait quelque chose de revenir sur Terre de Blues? Ben, je suis toujours sur Terre de Blues puisque je suis Marie-Galante, c'est la Terre de Blues. J'ai jamais quitté Marie-Galante. Maintenant, en tant que au niveau de l'organisation. Oui, bon, au niveau de l'organisation, effectivement, j'ai quitté en 2010. Je reviens maintenant, enfin, pour cette édition 2016, parce que, avec la même fonction de directeur, mais pas au même niveau, pas au même titre, puisque là, je suis un élu. Et donc, Maryse Exol, la présidente, m'a demandé de reprendre le flambeau pour ancrer un certain nombre de choses et faire passer quelques messages que nous voulions faire passer en termes de proximité, améliorer un certain nombre de choses. Et en même temps, maintenir, voilà, il y a un effort budgétaire particulier qui est fait cette année, puisque nous revenons à un budget de 600 000, parce qu'on n'a pas le moyen de tenir 800 000. Bien sûr. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, après 5 ans après, 6 ans après, qu'est-ce qui a changé à Terre de Blues? Ben, cette année, nous introduisons déjà le village qui est différent. Nous voulons absolument partir du port et faire en sorte que les gens rentrent dans la ville. Donc on a un village qui part du port et qui va dans la ville. Donc vraiment pour que tout le monde puisse être associé. Les commerçants ordinaires de la ville de Grandbourg, c'est un premier concept. Deuxièmement, sur Murat, dès le vendredi, il n'y a plus de soirée en catimini où il n'y avait que les VIP qui participaient. Là, tout le monde participe à la soirée, enfin tous ceux qui le souhaitent, et pour une somme modique, puisque nous permettons au public de résidents de Marie-Galante d'y accéder pour 5 €. Donc un plateau international pour 5 €. C'est ce jour-là, et bon, 10 € pour les non-résidents. Donc ça c'est vraiment une volonté donc vraiment de proximité et de faire en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens forcément de prendre part à l'événement puissent ce jour-là venir, puisque c'est un tarif plus qu'accessible. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose, on fait un Happy Monday cette année, c'est-à-dire que le lundi on ouvre l'événement aux 3 communes. Donc il y aura des micro-scènes à Grandbourg, à Capesterre et à Saint-Louis. Bien sûr, bon, il y a des choses qui sont maintenues, comme le village à Toupiti, les roses traditionnelles, puisque ça aussi, il faut le dire, le vendredi, les portes seront ouvertes à partir de 22 h pour que tout le monde puisse gratuitement, cette fois-ci, venir à Murat vendredi, parce que les roses, c'est une institution, et Canida, bien sûr, aussi, qui est une institution. Alors, on ne va pas décliner le programme, puisqu'on aura le temps d'y revenir demain, mais pour les Marie-Galantais, 17 ans après Terre de Blues, ça représente quoi aujourd'hui? Je parle du point de vue de l'économie. Ben déjà, c'est une formidable opportunité pour l'ensemble des acteurs économiques de l'île, puisque certains font quasiment 30% de leur chiffre d'affaires annuel sur ces 4 jours de festivités. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est une formidable aussi opportunité pour les gens qui démarrent leur
cette année montre bien que Oui. 3 ans, dans 4 ans, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que l'agrotourisme, parce qu'on a un expert qui vient et qui va faire une conférence à rencontrer les acteurs locaux, c'est bien que en fait, on veut que ce territoire soit homogène tout le temps avec tous ces acteurs. Donc il ne s'agit pas de se dire dans 2 ans, dans 3 ans, il faut absolument que le message soit compris. Le tourisme durable a besoin d'une agriculture durable, d'une pêche durable, d'un artisanat durable. Donc c'est tout ça qu'on veut dire. Donc ça va prendre un temps, mais c'est sûr qu'aujourd'hui nous avons mis des objectifs clairs et c'est vrai que dans ces objectifs, il y a l'hébergement. D'ailleurs cette année, on porte une amélioration sur l'hébergement puisqu'il y a du camping, organisé à Grand-Bourg. Oui, c'était tabou. Hein, oui, mais en fait, il faut se dire que le tourisme qui va trop vite, c'est un tourisme qui échoue. Oui. Il faut aller avec le rythme de perception même de sa population. Il y a un travail d'éducation, ça ne se fait pas comme ça. On ne passe pas d'une population rurale à une population urbaine. On a bien vu les dégâts que ça peut faire ailleurs. Donc, le tourisme doit être bien pensé, doit se faire avec les acteurs locaux et pour les acteurs locaux. Donc c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir composer aussi avec des capitaux certainement plus importants, mais ça se fait en harmonie et pour respecter les équilibres de l'île. Oui. Alors, du point de vue économique, on sait que Marie-Galante a eu beaucoup de problèmes, et notamment, ça c'est un problème démographique, le dépeuplement de Marie-Galante. Alors, est-ce que, ça c'est l'élu que je parle, mais aussi l'organisateur, vous y pensez sérieusement aujourd'hui? Mais s'il y a un sujet qui nous anime en permanence, c'est ça. Le challenge de Marie-Galante, c'est pour ça qu'on fait des grands événements. Oui. Je rappelle que justement, c'est ça aussi que nous avons voulu faire cette année, revenir à ce qui a été le ciment, ce qui a permis de constituer ce festival, qui a lancé ce festival. Les fondamentaux, quoi. Les fondamentaux. Les élus ont voulu un événement qui permette d'ouvrir les portes sur Marie-Galante et de nous permettre justement, ce festival donne toujours écho à quelque chose qui se passe sur l'île. Et tous les thèmes, chaque année, c'est qu'en fait, on est en osmose avec ce qui se passe sur l'île. Cette année, on est à la Voie Charry, on veut ancrer des choses, montrer que l'agriculture durable, c'est important pour nous, mais on le fait en s'ouvrant vers l'extérieur parce que cette île a besoin d'être développée. On a besoin de tourisme fort, on a besoin d'hôtellerie fort, mais on a besoin d'agriculture fort, je me répète, on a besoin de production. Et on a besoin d'une population aussi. Et on a besoin d'une population qui grandisse et qui puisse avoir une perspective d'emploi à Marie-Galante. Le problème de Marie-Galante, c'est l'emploi. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire, tout est complet. Les gens qui nous Tout n'est pas complet, il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Oui. Je dis justement, parce que c'est vrai que souvent c'est un parcours du combattant pour celui qui n'a pas compris. Il faut appeler le 05 90 97 56 51, c'est le téléphone de l'office. 05 90 97 56 51. Et là, il y a encore de l'hébergement disponible. On fait le travail pour les gens. L'office tient à jour le registre de tout ce qui est disponible. Il faut appeler et pas travailler les copains, mais appeler l'office. D'accord. Parce que je vous disais ça, parce qu'on nous voit en ce moment en Martinique, on nous voit en France aussi. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ben, qu'ils peuvent encore prendre l'avion et encore temps. Il y a de la place. On sait accueillir. Oui. Ils vont passer un moment inoubliable. Oui. Donc ça vaut le coup de faire 8000 km pour venir ici. C'est un esprit vraiment de festival où les gens sont souriants, on les voit débarquer, c'est bon enfant, c'est familial, c'est vraiment un ben jouvence. Oui. J'ai pas ça veut dire qu'il faudrait une ordonnance pour venir à Marie-Galante. Pratiquement. Alors, on va peut-être prendre le bateau. Alors, question transport maritime aussi, on peut encore trouver de la place? Oui, il y a encore de la place le samedi. Et sinon, il y a plein d'amis qui viennent en bateau. Il faut faire du stop en bateau. Ou même de l'avion stop. Et on peut faire de l'avion stop. Oui. Et sur la compagnie Express des îles qui nous accompagne depuis tantôt, il y a encore des places, m'a-t-on dit, samedi et voire même dimanche. Oui. Dernière chose, il va rester du BBD quand même. Oui, cette année, il y a des restaurateurs qui se sont engagés à faire du BBD tous les jours. Oui. C'est un festival ancré. La Voie Charry, Marie-Galante, Terre de Blues. 2 petits mots sur Murat et puis on va se quitter.
Murat, c'est un site formidable, hein. C'est un écomusée qui... non, mais je parle du point de vue du festival, où cette année vous l'avez transformé. Oui, il y a des petites choses qui vont dans le sens de l'amélioration, des accès à Murat, des parkings plus importants pour le public. Les spectacles commenceront à l'heure. Les spectacles commencent toujours à l'heure. Donc cette année, justement, c'est important de le dire. Dès 18h, les portes sont ouvertes et on commence par un cinéma plein air. Puisqu'on veut que le public profite de ces écrans LED que nous faisons venir et du son, vraiment du beau son. Donc on va faire, et d'ailleurs on va faire le premier film qu'on fait, c'est vendredi, sur le gros cas qui rentre à l'UNESCO, avec suivi d'un petit débat, et ensuite on va enchaîner par la soirée d'ouverture officielle. Merci Camille Pélage, on va le laisser parce qu'il est encore dans la commission de sécurité, les choses se font. On va retrouver tout de suite le studio, et puis tout à l'heure on va retrouver Cathy qui est là, qui est avec nous, et qui est une créatrice. On va parler avec elle, mais ce sera après le journal. Alors Jessie, je vous laisse développer les titres du journal, et puis on se retrouve tout à l'heure avec Cathy en fin de journal pour pouvoir parler de création. Merci, on est en direct de Grand-Bourg de Marie-Galante. Merci Danick, et donc on revient avec le développement de l'actualité. Notre premier titre, dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental d'insertion, la présidente du conseil départemental Josette Borel-Lincertin et ses équipes ont effectué hier une visite terrain. Cette visite leur a permis d'aller à la rencontre d'acteurs associatifs engagés dans la réalisation d'ateliers chantiers d'insertion dans les domaines notamment de l'agroalimentaire et des métiers du bois. Les visites ont débuté par la découverte de Bio-Insert Caruc à Baïf, puis l'association Verte Vallée à Vieux Habitants. Reportage Harold Luce et Ludwig Benito. Sur ce site, nous avons des salariés polyvalents. Ce sont des gens qui sont en insertion. Donc, ils participent à la production. Alors, nous faisons laitue, nous faisons concombre, nous faisons thym, persil, le piment végétarien, haricots, nains, haricots aram. Donc tout ça, et ces gens-là participent justement à la production, en faisant tout ce qui est semis, tout ce qui est plantation, tout ce qui est entretien, tout ce qui est récolte. C'est surtout donner l'occasion à ces personnes qui ont un projet personnel, le plus souvent qui ne sont pas encore, je dirais, matures, mais qui ont un projet personnel. Être ici, c'est leur remettre dans le cycle du travail, se lever le matin, aller au travail, faire quelque chose de ses journées. Et par exemple, je viens d'écouter une dame qui est ici en chantier d'insertion, mais qui d'ici septembre va mettre en pratique son projet personnel, puisqu'elle va partir sur un stage de formation en métropole dans une autre filière que la filière agricole. Mais cependant, c'est aussi se préparer ici à rentrer dans le monde professionnel. Dû aux difficultés financières, donc on m'a appelé. J'avais déjà déposé mon CV au sein de Verte Vallée. Ils m'ont appelé. J'ai été voir après le conseiller de Pôle emploi pour pouvoir faire une fiche de liaison. Et quand j'ai passé l'entretien avec les tests, donc ça a été concluant. Et c'est pour cela que maintenant je suis ici. En tant que chantier d'insertion, nous travaillons avec ce qu'on appelle un guide d'apprentissage. Donc ce guide-là permet aux salariés de réaliser une tâche. Voilà, la tâche qui est bien définie par le guide d'apprentissage. Ça n'a pas été facile parce que sortir d'un milieu qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans la terre, donc ça n'a pas été évident parce qu'avant je travaillais en tant que chauffeur pour personnes à mobilité réduite. Donc comme mon contrat était terminé, donc venir ici c'était différent. Donc j'ai pas l'habitude de travailler dans la terre. Au départ c'est vrai qu'on est un peu réticent parce qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner. Mais au fur et à mesure qu'on commence à s'adapter, donc ça vient petit à petit. Je suis accompagnée, j'ai rejoint ici le président de la commission insertion. J'ai aussi à mes côtés le DGA qui s'occupe du social, le directeur de l'insertion, de façon à ce que nous puissions vraiment mesurer à la fois les réussites, faire un bilan de ce qui se fait, mais aller beaucoup plus loin et accompagner aussi une extension éventuelle. Je suivais déjà une formation en menuiserie, mais je n'ai pas terminé. Donc j'ai cherché, ils m'ont dit que Verte Vallée faisait une formation, donc j'ai débouché ici, quoi. Donc tu as toujours voulu travailler avec le bois? Voilà, oui, toujours. Pourquoi?
Parce que moi, j'aime bien, comment dire, ce qui est dans le bâtiment, la peinture, le carrelage, la charpente, la menuiserie. J'aime bien tout ce qui est dans le bâtiment, quoi. Donc je voulais essayer la menuiserie et j'aime bien. Donc je voulais au moins acquérir un titre professionnel dans la menuiserie, quoi, pour continuer dans la suite. Bon, on ne va pas dire que c'est difficile, mais il y a toujours des difficultés. Comme tout à l'heure là, la qualité du bois, c'est du bois rouge, donc ça c'est lourd. Vous voyez, il y a certaines machines qui sont assez difficiles à manipuler et tout, donc c'est petit à petit, comme on dit, que ça va y aller, quoi. Et ça c'est bité qui est solide. Ouais, bité qui est solide, pas n'importe quoi, bité qui est solide, nous on va parler là. Ouais. Il est 12h59, on se retrouve juste après la pub pour notre chronique juridique. Il est 13h05, vous êtes en direct du ZCL et comme tous les jeudis, nous avons notre chronique juridique où nous recevons donc Maître Calvaire et Maître Bernier. Bonjour. Bonjour. Donc comme tous les jeudis, nous allons aborder des questions auxquelles nous pouvons être confrontés. Aujourd'hui, on va parler donc des cas, du décès. Quand on a un proche du coup qui décède, qui décide où il va être enterré, enfin comment ça se passe, qu'est-ce qui prend les décisions? Alors, juste avant de répondre à cette question précise, il faut savoir qu'on n'a pas un droit à être enterré n'importe où. Concrètement, un défunt peut être enterré soit dans le cimetière de sa commune, de la commune de son domicile, soit dans le cimetière de la commune où il est décédé, ou encore dans le cimetière d'une commune où il est titulaire ou bénéficiaire d'une concession familiale. Alors, qui va décider du caractère civil ou religieux de funérailles? Qui va décider d'une crémation ou d'une inhumation? La loi prévoit que c'est le parent le plus proche. Alors, le conjoint, les enfants, etc. En cas de conflit, il faut savoir que le tribunal compétent est le juge du tribunal d'instance qui va devoir statuer le jour même. Il faut savoir qu'en cas de contentieux, bien évidemment, il faut informer le maire de la commune afin qu'il ne délivre pas l'autorisation d'inhumer parce que, effectivement, toute inhumation suppose une autorisation du maire d'une commune. Et du coup, quand les parents sont pas d'accord, alors par exemple le conjoint il décède, la femme préfère l'enterrer, mais les parents sont pas d'accord, ils préfèrent l'incinération. Donc là, qui est-ce qui intervient aussi? Comment ça se passe? Alors précisément en dehors de la volonté du défunt, parce qu'il peut très bien avoir laissé des dernières volontés dans un testament, dans un acte sous seing privé, chez un notaire. Dans ce cas-là, évidemment qu'on va suivre la volonté du défunt. En l'absence de choix, effectivement, le juge, d'abord, je vous dis, il va falloir saisir le tribunal en urgence, puisque en matière de décès, il faut que l'enterrement ait lieu au plus tôt 24 heures après le décès, mais au plus tard dans les 6 jours, sauf lorsqu'il y a un élément d'extranéité, par exemple une mort à l'étranger. Donc il va appartenir en cas de conflit entre le conjoint, les enfants, éventuellement même dans un conflit avec une concubine, de saisir le tribunal. Et le tribunal va trancher en donnant en général satisfaction à la personne qui est la plus à même d'avoir recueilli ou de connaître les dernières volontés du défunt. Dans certains cas, ça va être une concubine, ça va être un proche parent. Mais on va essayer autant que possible de respecter la volonté du défunt. Et concernant le caveau familial, il appartient à qui? La loi a dit que un caveau familial, son bien familial, c'est-à-dire qu'il appartient à la famille. Mais ça que pour peut-être dire avant, c'est que espace-là, là où votre cimetière là est là, c'était à la commune. Et la commune a autorisé un monde, par exemple, à occuper un espace, un petit morceau dans ce cimetière là pour faire caveau. Et mon ça, le caveau là, c'est taille. Mais c'est quoi qui est concession là, c'est-à-dire autorisation là, pour mettre caveau là, pas taille, c'était la commune. Donc, il ne peut pas faire pour un commerce avec ça, vendre ni louer, ils font l'argent avec. Et sa caractère en bien familial. Et
à partir de là, toute famille aille péter là. Timoun aille, madame aille, ou mari aille, si pas les Timoun, madame, bon, les enfants aille, grand famille, enfin, disons, famille proche aille, donc, pour répondre très exactement à la question, un caveau familial, un caveau, c'est un bien familial qui appartient à la famille. D'accord. Il peut appartenir spécialement à une ou l'autre, un membre de la famille là, mais à la famille plus collectivement. À moins que mon a été accordé concession là, et que peut-être qui est mort. À moins qu'il ait été dit, il était laissé comme ça de dernière volonté que l'un qui est mort a payé tel ou tel monde tiré là, ou alors que l'un qui est mort, que puis font donation et qui dit à tel ou tel monde, etc. Puis il y a un problème. Mais en règle générale, sont bien familiales qui appartiennent à la famille. Et dernière question, du coup, dans le cadre d'une incinération, qu'est-ce qu'on fait des cendres? Alors d'abord, il faut savoir que jusqu'en 2008, le sort des cendres n'était pas réglementé, ce qui paraissait un petit peu paradoxal parce que pour ce qui concerne la dépouille humaine, on avait pléthore de textes. Alors depuis 2008, la conservation des cendres est extrêmement réglementée. On ne peut plus conserver l'urne contenant les cendres à domicile, sauf pour les personnes incinérées avant le 20 décembre 2008. Désormais, il y a plusieurs possibilités. Tout de même, soit les cendres peuvent être inhumées dans un caveau, par exemple, soit elles peuvent être placées dans un columbarium, qui est un monument funéraire que tous les cimetières sont censés avoir en France, avec des cases où on peut déposer des urnes, soit elles peuvent encore être scellées sur un monument funéraire, et enfin, elles peuvent être dispersées à plusieurs endroits, dispersées dans un jardin du souvenir, par exemple, qui est un espace dans un cimetière qui va être planté de pelouse ou de plantes, mais qui va être dédié au recueil, à la dispersion de cendres. Autrement, les cendres peuvent être également dispersées en pleine nature. En pleine nature, c'est pas la voie publique, c'est pas une rivière, mais ça peut être la mer, ça peut être un champ, ça peut être une forêt. Alors, dans ces cas précis de dispersion, un registre est tenu au service compétent en mairie et il faut que la personne qui disperse les cendres précise bien l'endroit, le lieu où elles vont être dispersées, l'heure, pour que ça soit porté au registre. Cela dit, un décès, c'est toujours souvent quelque chose qui arrive à un moment inattendu, de sorte qu'il est prévu que l'urne puisse être stockée ou gardée pendant 1 an maximum dans un crématorium ou encore dans un lieu de culte. Voilà. Très bien, mais je vous remercie tous les deux pour cette chronique juridique. Comme tous les jeudis, vous savez très bien, si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et poser vos questions sur la chronique qui a été abordée aujourd'hui. Donc, toutes les questions qui sont liées au décès. Et sans quoi, on se retrouve jeudi prochain, nous tous les trois, sur une autre question qu'on va aborder. On ne sait pas encore le sujet. Voilà, on verra la semaine prochaine ensemble. On poursuit donc sur le développement de l'actualité. Après 11 ans de fermeture, l'espace thermoludique de Ravenschaud ouvrira très bientôt ses portes. À cette occasion, le maire de la ville de Lamentin, Jocelyn Sapotille, a convié l'ensemble de son personnel à une journée porte ouverte sur ce futur espace. Ils ont pu se rendre compte de l'ensemble des travaux réalisés pour faire revivre ce lieu de détente. Reportage Jeff Taylor. La station thermoludique Oneto-Ibio de Lamentin est en phase de livraison. Donc les travaux sont terminés et l'inauguration aura lieu le 20 mai. Le maire de Lamentin a souhaité que son personnel soit en première ligne sur cette opération et effectivement cette opération a été décidée pour leur permettre de découvrir un peu avant tout le monde le résultat du travail qui a été fourni pendant plusieurs mois et notamment par ce personnel qui a beaucoup travaillé sur ce
projet et on voit aujourd'hui le résultat, c'est magnifique. Et le premier groupe qui a visité cette station thermoludique a eu un résultat en tout cas très enthousiaste sur ce qui est livré aujourd'hui, ce qui sera inauguré le 20 mai et ce qui sera effectivement une renaissance de ce patrimoine de Lamentin et de toute la Guadeloupe. C'est un très bel outil et un véritable plaisir que j'aurai à diriger cet outil qui va ouvrir après 10 ans de fermeture et dans lequel voilà, on souhaite proposer à la population lamantinoise et plus largement à toute la Guadeloupe un espace vraiment de détente et de loisirs dédié au bien-être. S'agissant des Guadeloupéens, je pense que pour la plupart, ils se souviennent et qu'ils connaissent les propriétés bienfaisantes de l'eau de la source de Ravine Chaude, puisqu'on est sur une eau de grande qualité, qui est fortement minéralisée et voilà, qui a des effets bénéfiques sur la santé. Nous, ce qu'on peut leur dire, c'est que voilà, on a vraiment travaillé pour leur proposer un espace répondant à l'ensemble des exigences réglementaires, en termes de qualité, en termes sanitaires, qu'on met en place une équipe dynamique et compétente pour les accueillir et qu'on va voilà, leur offrir vraiment toute une gamme d'activités pour leur plus grand plaisir. Alors, étant donné que le personnel communal n'avait pas forcément accès au site durant les travaux et que, bon, je pense que certaines d'entre nous ont eu la possibilité d'avoir accès à Ravine Chaude auparavant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, en voyant la nouvelle technologie, enfin l'évolution de Ravine Chaude, de voir les nouveaux équipements, enfin voilà, en fait, on a l'impression un peu d'être dans un nouveau environnement, enfin de quelque chose de plus moderne, parce que c'est vrai qu'auparavant c'était un peu plus rustique et maintenant on voit que voilà, il y a du jacuzzi, il y a de l'aquabiking, il y aura de l'aquagym, il y a des salles de repos, enfin on se rend compte vraiment qu'on évolue avec le temps en fait. C'est-à-dire que Ravine Chaude auparavant est resté auparavant et Ravine Chaude maintenant, franchement, il faut venir, il faut y passer, il faut voir ce que c'est parce que ça n'a rien à voir avec ce que c'était auparavant et puis voilà. Et on rappelle que les journées portes ouvertes au public auront lieu les 21 et 22 mai. Côté sport maintenant, le meeting international d'athlétisme, c'est ce samedi 14 mai. L'événement devenu une étape incontournable dans le calendrier mondial accueille chaque année des athlètes d'une grande renommée. Et c'est le légendaire Tommy Smith qui est en déplacement cette année pour assister aux Jeux. L'Américain Tommy Smith est médaillé d'or aux 200 mètres des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Il est également connu pour sa défense des droits civils des Afro-Américains et notamment son action de protestation avec John Carlos lors de la cérémonie de remise des médailles. Hier après-midi, il a été reçu par la mairie de Sainte-Anne pour une rencontre avec le public. Reportage Maxime Morel. Oui, c'était un grand moment, beaucoup d'émotions, d'autant plus que je voudrais remercier le président d'Élan. C'est vrai que lorsqu'il m'a fait cette proposition, au nom du conseil municipal, nous avons accepté. Mais c'est surtout de recevoir un homme qui, dans le cadre d'un contexte sportif, plus particulièrement les JO de 68, a transmis un message. Et a transmis un message de respect de l'homme pour l'humanité. Et donc ce message, nous voudrions continuer à le véhiculer, et bien évidemment à travers la ville de Sainte-Anne que nous recevons avec un grand honneur ce grand homme, ce grand champion, mais aussi ce grand humaniste. Vraiment, j'ai cet honneur. Et c'est un symbole. Tommy Smith a dit que nous avons voulu par un geste transmettre un message sans un mot à l'humanité. Et bien je crois que aussi ce cadeau qui m'est offert, eh bien c'est un cadeau qui représente ce message. Et je crois qu'en le regardant, eh bien c'est une façon de comprendre et aussi de véhiculer ce message qu'il a bien voulu transmettre à l'humanité. I'm a school teacher. Écoutez, je suis professeur des écoles depuis des dizaines d'années maintenant, depuis des décennies. Mon travail est de transmettre l'éducation. Voilà ce que je fais. Donc oui, d'où l'importance de mon message. J'enseigne de l'âge de 5 ans jusqu'au grand de 19 ans. Voilà, mon rôle c'est d'éduquer. Through college. And that's what I educate.
Oui, c'était très important puisqu'il a fait effectivement la discipline que je fais en ce moment. Donc ça pouvait vraiment être un boost pour moi, un plus pour que je puisse essayer de me faire confiance et d'avancer dans ma discipline. Puis voilà, je me retrouve plus guerrière que jamais et courageuse. Donc on verra ce que ça va faire, ce que ça va apporter. On en a parlé hier, la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France était ce mardi 10 mai. De nombreuses personnalités étaient présentes au Jardin du Luxembourg pour la cérémonie présidée par le président de la République. Nous avons recueilli les réactions du président de région Guadeloupe, Harry Chalus, et le député Victorin Lurel. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Moi, je pense que ce qui est important pour moi, c'est surtout les mots forts de Jesse Jackson. Et le président a repris plusieurs pour parler de liberté, d'égalité, c'est ce qui est important. Moi, je le dis, je le répète, c'est bien d'entendre tout cela, mais nous avons un effort important à faire et ce sont les hommes politiques, décideurs, les hommes qui ont le pouvoir qui peuvent le faire. Quand aujourd'hui, je le dis souvent, il y a encore des esclaves, car quand vous voyez des familles qui vivent sans eau, sans électricité, qui sont obligés de dépendre des élus pour pouvoir survivre, c'est pour une forme d'esclavage. Quand vous voyez des employés qui travaillent, qui n'ont pas un salaire décent, pour moi, c'est une forme d'esclavage. Donc tout cela doit être banni. Donc il y a un travail que nous devons continuer à faire pour cela. Et c'est en étant plus solidaires, je pense que nous allons réussir. Et je pense, comme je le dis souvent, ici Jackson, tout le monde sait le combat qu'il a mené aux côtés de Martin Luther King. Notre fierté a été par la suite de voir, et personne n'aurait parié, voir un noir, Obama, président de la première puissance mondiale. Donc cela veut dire que nous avons aussi d'autres possibilités, nous avons de quoi faire avancer les choses chez nous. Je salue le travail réalisé par Mme Taubira, mais il ne faudrait pas oublier que la première personne qui a parlé de faire de l'esclavage crime contre l'humanité, que personne, et je le dis, personne ne l'a accompagné, on l'a même traité de fou, a été José Toribio, qui est à l'époque maire du Lamentin. Il a eu un discours de superbe tonalité. Il a dit des choses qu'on a peu l'occasion d'entendre ça ici à Paris. Il a dit les choses avec ses mots. Il a fait référence à la Bible, il est pasteur, ce qui est assez rare ici à Paris en République laïque. Il a tracé, si j'ose dire, des voies d'espérance. Et très fortement applaudi lorsqu'il a dit on n'a pas vocation à être toujours des employés, on peut être aussi des employeurs. Bref, j'ai trouvé que ces mots forts et bien choisis. Il est vrai, le président François Hollande n'a pas non plus été de reste, il a dit les choses comme il convenait, et puis il a fait un bilan de son action en matière de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme, de tout ce qu'il a fait depuis 2012. Et côté sport, à nouveau, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, doit annoncer ce soir sur TF1 la liste des joueurs qui disputeront donc l'Euro 2016 du 10 juin au 10 juillet en France. C'est un groupe provisoire de 30 joueurs qu'il doit former, 23 joueurs donc du groupe, ainsi que 7 réservistes mobilisables en cas de blessure. Et c'est le plus gros paquebot jamais construit. L'Harmony of the Seas a été livré ce matin au croisiériste américain Royal Caribbean, sorti donc tout droit d'un chantier naval français à Saint-Nazaire. L'Harmony of the Seas est le plus long que la Tour Eiffel. Il mesure 362 mètres de long, 66 mètres de large et pourra embarquer 6360 passagers et 2100 membres d'équipage. Donc le paquebot devrait partir dimanche direction Southampton dans le sud de l'Angleterre pour une croisière inaugurale. Puis au départ de Barcelone, il effectuera des croisières d'une semaine en Méditerranée jusqu'à fin octobre. Et il l'avait donc annoncé depuis le 1er mai. La mobilisation générale a bien eu lieu donc ce jeudi 12 mai. Le comité de l'eau, le collectif des habitants de Sainte-Rose, UTC-UGTG ou encore les rebelles, une dizaine d'organisations syndicales étaient présentes dans les rues de Pointe-à-Pitre. La manifestation a rassemblé plusieurs centaines de manifestants.
Bien sûr, dans le calme, on va voir ensemble si la technique a reçu enfin le reportage d'Harold Luce et Ludwig Benito. Au SAM, ça fait plus d'un an que nous avons appelé un mouvement commun avec les organisations syndicales, mis à part le 1er mai. Donc pour une reprise, nous avons dit que c'est une bonne reprise et nous avons transformé ça dans une belle mobilisation qui est à venir. Parce que aujourd'hui là, ça qui a passé en France, il y avait le 49-3, M. Valls, il y avait mépris à l'État français vis-à-vis des travailleurs, le négationnisme colonial vis-à-vis la question à l'esclavage, colonisation et restitution et réparation. Donc aujourd'hui là, nous pas bien rendre compte que les travailleurs n'y marre de subir. C'est remise en cause des acquis sociaux, c'est destruction de conventions collectives, c'est mépris, c'est licenciement, c'est fermeture de classes, destruction du service public, notamment dans l'hôpital. C'est problème à de l'eau, problème à terre. Donc c'est pour ça que tout naturellement les travailleurs descendent dans la rue et nous que voyons dans les prochains temps qui vont venir qui genre pour nous aller crescendo pour faire en sorte que les travailleurs gagnent revendication dans le pays là. Nous avons une plateforme de revendication qui veut absolument que nous ayons de la transparence. C'est pourquoi nous demandons la mise en place dans toutes les communes qui ont plus de 10 000 habitants et dans les communes d'Aglo des commissions consultatives des services publics. Nous voulons aussi qu'il y ait un audit financier parce que nous pensons que l'argent des usagers a été dilapidé pendant des années parce que l'eau payant l'eau, on aurait dû avoir un entretien des réseaux. Or, nous voyons actuellement qu'il n'y a aucun entretien des réseaux et on nous demande qu'il faut peut-être 100, 200, 300 millions pour pouvoir remettre en place le réseau. Nous disons non. Où est passé l'argent que nous avons versé pendant des années? Donc, nous demandons justement aux élus de prendre leurs responsabilités, de faire comme ça se passe dans le monde, en France, partout, un retour de l'eau dans l'espace public. C'est-à-dire un retour, une gestion de l'eau en direct, en régie publique, pour qu'effectivement nous sortions dans le système mafieux des multinationales. Et ce retour de l'eau est possible à partir du moment que nous reconnaissons actuellement que ce que font les multinationales de l'eau, c'est du arnaque sur les usagers. Donc ils ne respectent aucun principe de service public. Par exemple, les factures que nous recevons, ce sont des factures totalement illégales. Totalement illégales. Les factures non seulement illégales, il y a des factures qui sont totalement prescrites, qui demandent de payer, donc, et des factures qui vont exagérer. Je suis à fond avec eux, il n'y a pas de souci, voilà. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que effectivement au niveau du travail ici c'est pas facile. Donc pour en trouver, moi-même j'en cherche et c'est pas évident. Donc voilà, je suis pour de toute façon tout ce qui est syndicaliste et encore plus si c'est pour du travail, pour que les gens puissent avoir du travail. Mais on ne sera jamais satisfait de la mobilisation parce que les Guadeloupéens sont dans la consommation, sont détournés vraiment de ce qui les intéresse de plus près. Mais bon, il y a la qualité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des militants, qui sont là, des travailleurs. Mais chaque monde il a là pour 100 personnes. On sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas venir. Mais nous tous touchés par ça qui a passé en pays là. Donc, mais c'est bien, vraiment, c'est bien. Et on l'a appris tout à l'heure, la motion de censure de la droite a été rejetée au Parlement. Donc la loi travail a donc été adoptée. Il est 13h27, on se retrouve juste après la pub. On va rejoindre Danick au festival de blues, donc à Marie-Galante. Il est 13h33, vous êtes en direct du ZCL spécial Terre de blues. On va reprendre rapidement les titres. Hier, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, et ses équipes ont effectué une visite terrain des chantiers d'insertion dans les domaines de l'agroalimentaire et des métiers du bois, direction Baïf et Vieux Habitants. Et direction le Lamentin, une journée porte ouverte était organisée ce matin pour l'ensemble du personnel communal, l'occasion de leur présenter l'avancée des travaux du nouvel espace thermoludique de Ravenshoe. Et enfin, l'athlète américain Tommy Smith est en Guadeloupe. Il a été reçu hier après-midi par la ville de Sainte-Anne pour une rencontre avec le public. Voilà, et on retrouve donc Danick en direct de Terre de Blues, festival de Marie-Galante. C'est parti.
C'est parti, eh bien voilà, on se retrouve donc en direct de Grand-Bourg de Marie-Galante. Je vous l'ai dit, nous sommes à Terre de Blues. Merci Jessie. Donc le journal a été un peu long, mais enfin bon, ça va. Et on a bien apprécié, comme d'habitude, la chronique des avocats. Alors, je suis avec Cathy, bonjour. Bonjour. Alors, Cathy, elle est un peu spéciale parce que d'abord, on va décliner un peu ce qu'elle a sur elle. Alors, Cathy, c'est quoi ce que vous avez porté à la tête? C'est un marée-tête prêt-à-porter de la marque de base. D'accord. Les anneaux? Les boucles d'oreilles, l'Élise Originale Création. Et le collier? Le collier Lauriane Pernoc. Voilà. Et après, oui. les bracelets. Les bracelets. Un petit peu tourné, c'est les arts de la paille. À l'origine, ce sont des boucles d'oreilles. Alors voilà, elle s'est présentée parce qu'en fait, elle fédère une quinzaine de créateurs. C'est bien cela? Hein? Voilà, tout à fait, sous la bannière de Sans Mêler. Donc depuis quelques temps, je suis en test de projet avec l'organisme Projectiva. Je teste mon activité. Et en fait, j'ai la chance énorme, mais gigantesque, de représenter des créateurs de talent, comme je dis toujours. Aujourd'hui, on est une quinzaine, on reçoit des personnes extérieures parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on a le pur bonheur d'être à Terre de Blues aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Marie-Galante. Alors, je voudrais revenir sur le nom Sans Mêler. Pourquoi? Sans mêler parce qu'on sont sans mêler, parce que c'est son mélange à ça qu'on y est d'abord. On y a papa Marie-Galante, on y a un moment qui de Pointe-à-Pitre, mais qu'à son libanaise, mais il n'y a rien de libanais. Non, papa est son blanc pays et ni maman c'est ton capresse. On chabine capresse. Papa moi son nègre. Grand-maman, on a fait un clin d'œil la famille des Lords des Basses, de Marie-Galante. Alors, grand-père, moi, c'était un bel nom. Il était qu'à mon arawak. OK? Et grand-mère, moi, c'était un bel capresse aussi. Moi, donc, où sont mélangés à tout ça? Alors, on revient à ce que vous faites. Alors, il y a une boutique à Pointe-à-Pitre d'abord? Absolument. Alors, encore du bonheur, c'est vraiment une aventure extraordinaire. La boutique, elle est au 7 rue Victor Hugo et on a ouvert le 15 décembre 2015. Alors, on trouve des créations. On trouve énormément de choses. Alors, j'ai un sculpteur, J.C. Jérôme, un clin d'œil particulier à cet homme-là parce qu'il nous permet, il nous conscientise au bord des ronds-points, au bord des routes avec le poussé du chariot. On a l'extraordinaire Sadeli qui fait des tableaux. C'est une artiste peintre. Mais Madame Lassa, depuis une vingtaine d'années, elle a été jeune, elle a fait les cartes postales du zodiaque créole. Donc, au cas dis-moi, signal et un kebab équivalent demain si c'est en assemblée. Alors, Cathy, en fait, où Marie-Galante là, il n'y a pas pour hasard, puisque c'est Terre de Blues et vous venez exposer aussi. Ah oui, tout à fait. Donc, son rendez-vous à pas rater parce que les Marie-Galante, certains Marie-Galante qui attendent nous, d'autres qui découvrent nous. Donc, c'est un pur bonheur parce que aujourd'hui, c'est la 3e édition. Alors, l'édition 2000... Sans mêler. Sans mêler. Parce que Terre de Blues, c'est la 17e édition, il faut le dire. Absolument. Nous, tout petits, nous sortis fêtes. Alors, première édition, là, nous avait les chapeaux de base. Si un stand en Dortmund, alors en 2010. Ensuite, nous fait Tibouin sous-marin, nous arrêté Tibouin. Ensuite, en 2014, nous t'es 3. Et puis, nous t'es dans l'obligation de poser nous et de créer un marque. Nous, à Sans Mêler. Alors, l'année passée, nous t'es aussi Terre de Blues en 2015. Nous t'es avec 9-10 créateurs et l'année là, ça nous a venu en face avec 15 créateurs. Alors, Cathy, ni des gens qui ont regardé nous en France, ni des gens qui ont regardé nous Martinique. Alors, on Guadeloupéen ou non Guadeloupéen qui est en bas là, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Vini, prends bateau, prends avion, vini découvrir des belles biteurs parce que on pas qu'à faire. Alors, concept à Sans Mêler, c'est quand on dit où t'allais là, Danique, c'est que c'est à part en boutique, tout ça, son concept. On a promotionné créateurs à Sans Mêler, donc nous ni vêtements, nous ni accessoires, nous ni on l'eau artisanat, dernier là qui sorti rivé, son morceau fait, son petit mamzelle. Goyave, il a fait stylo, il a fait bijoux en bois, son tourneuse de bois, nous sortis accueillis et tout le monde content
de vignes de accueillir à s'en mêler. Hein. Nous n'y aussi bien des Guadeloupéens, nous n'y aussi bien des Martiniquais, Martinique, force et courage. Nous n'y des Français, hein. Nous n'y avons une belle créatrice Kachik qui a fait sac en jute, accessoires, sacs, shopping, des petits coussins avec des sacs de café qui viennent de tout partout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'artisanat commence à bien se porter du point de vue de la création? Alors, l'artisanat est riche. C'est pas aujourd'hui, Dani. C'est-à-dire que depuis ça commence par le bakwa, par exemple, l'art de la paille. C'est de l'art qu'on a depuis l'origine, où on faisait des paniers, où aujourd'hui Antoinette va me faire un sac qu'on appelle le macoute. Et c'est ce que les agriculteurs avaient pour aller dans les champs. Voilà, il y a comme des petits casse-coutaillots bien à apprendre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que encore apprendre avec les clients. Alors, nous avons qui dit moi que papa était qu'à mettre manger à la pain dans macoute là. Voilà, donc l'artisanat c'est toujours bien porté. Aujourd'hui, c'est le public qui doit faire un accueil particulier aux créateurs parce que aujourd'hui, on n'est pas dans un supermarché, on n'est pas dans une industrie, on n'est pas à la chaîne, on n'est pas dans un atelier où il y a des petites mains. C'est une personne qui est derrière un établi. Et ça, je ne dis pas ça seulement pour les personnes qui travaillent avec moi, en collaboration avec moi. Je dis ça aussi pour les artisans de l'extérieur. C'est des personnes aujourd'hui qui ne sont pas encore totalement valorisées. L'artisanat se porte très très bien. En termes de création, en termes de production, oui et non. Parce qu'on n'a pas d'usine, on n'a pas forcément le temps. Et ces créateurs-là n'ont pas forcément les moyens de vivre de leur art, de leur passion. Donc, moi, ce que j'attends du public, c'est que je y rentre dans grand surface. C'est regarde là ça quand attendait yo les yo ka vinn si on stand les yo ka vinn en boutique là, c'est de dire bon ben voilà, si vous trouvez un produit qui a fait 10 € et si vous trouvez un produit par exemple qui a levé à 200 300 €, bah il va aller payer. Moi qui fait des facilités hein, parce qu'on sont madame quand tout le monde nous aime dépenser d'Annick, vous savez ça. Donc voilà, donc en fait oui. La question est oui. Maintenant, on attend un accompagnement du public, de la clientèle, qui donne sa vraie valeur à l'artisanat. Ça, c'est important. Je voulais quand même revenir avec vous, Cathy, sur ce que vous avez à la tête. Alors, je crois que ça dit mari-tête. Encore de plus en plus de femmes capoter ça qu'on est là. Est-ce qu'on peut dire qu'on commence à avoir une mode du mari-tête? Et est-ce que là, on est au mari-tête, il faut passer 10 minutes à ouvrir un glace, avec deux glaces, il faut faire mari-tête là? Alors oui, ça commence à devenir à la mode depuis un certain nombre de temps. Donc avant, à l'origine, on a tranché la tête avec le madras. Donc on a des experts pour ça, qui vont bientôt être à s'en mêler, qui vont faire des ateliers. Après, oui... son stock il y a quelques années et tombé sous le charme. Il ne reste pas 10 minutes, une seconde. Système de c'est une marque déposée, elle a posé le scratch, le velcro à l'intérieur et ça facilite. Pendant mon avant foulard qui prend peut-être 2 minutes, moi dans une seconde, ou invitez-moi à dire à parler moi parce qu'il n'y a pas n'importe qui genre à présenter moi devant spectateur à Canal 10 quand on fait un bon force, un bel beau Canal 10, c'est tout le monde qui travaille. Donc en fait en 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. Le mari-tête de la marque de base.
Ah oui, tout à fait. Alors, elle a une dizaine de modèles. Là, aujourd'hui, on en a quelques-uns. Elle était présente à la Foire de Paris, donc elle n'a pas pu produire. Mais on a bien évidemment... Et puis on fait à la commande aussi, me semble-t-il. Absolument, on peut faire la commande. Et puis, on peut aussi attacher son mari-tête de différentes façons. Hein. Il y a des clientes qui viennent me dire, tiens, Cathy, regarde comment j'ai attaché ma tête aujourd'hui. Et c'est des façons qu'elle nous pâtait que j'ai jamais pensé, mari-tête là. Et c'est pour ça, ça aussi, c'est en forme de sang mêlé. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, Jessie, j'espère que vous allez penser à vous mari-tête aussi, parce que vous êtes une femme déjà très, très, très élégante. Je salue votre vêtement aujourd'hui. Emportez-vous ça là, hein, Jessie. En tout cas, on vous remet l'antenne, vous refaites le rappel des titres, et puis nous, on va se retrouver demain à la même place, à la même heure, avec d'autres invités. Je peux déjà vous dire que j'aurai probablement Joël Nankin, puisqu'il fait une exposition à Marie-Galante. On va parler d'art, mais pas seulement, on parlera aussi de tourisme marie-galantais. Voilà, depuis Grand-Bourg, Danick Andronis, avec l'équipe habituelle du ZCL, mais aussi avec Charlie qui est à la caméra, Nico, Greg, toute cette équipe qui est à Canal 10 et qui en ce moment se trouve à Terre de Blues. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure. Salut Jessie, à demain, on se retrouve. Merci Danick, à demain. On se retrouve donc pour suivre cette 17e édition du festival Terre de Blues. On embrasse toute l'équipe qui est là-bas. Nous, donc, on poursuit. On va faire un rapide rappel des titres avant la fin de cette édition. Donc, au sommaire, on a vu ensemble qu'hier, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, et ses équipes ont effectué une visite terrain des chantiers d'insertion dans les domaines de l'agroalimentaire et des métiers du bois. Donc c'était à Baïf et Vieux Habitants. Et direction donc le Lamentin, une journée porte ouverte était organisée ce matin pour l'ensemble du personnel communal, l'occasion de leur présenter l'avancée des travaux du nouvel espace thermoludique de Ravenschaud. Et enfin, l'athlète américain Tommy Smith est en Guadeloupe et il a été reçu hier après-midi par la ville de Sainte-Anne pour une rencontre avec le public. Mais l'information donc importante de l'actualité d'aujourd'hui, c'était la mobilisation donc de ce jeudi 12 mai qui a quand même rassemblé plus d'une centaine de manifestants. Mais malheureusement, donc la motion de censure de la droite a été rejetée. Donc la loi El Khomri, pour laquelle, qui faisait partie un peu des revendications, a été adoptée donc aujourd'hui. Il est 13h47, c'est la fin de cette édition spéciale Terre de Blues. On se retrouve donc demain, même heure, avec Danick à Marie-Galante. Merci de nous avoir suivis.